Bienvenue dans le débat. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains sont présents à Nairobi, au Kenya, pour le premier sommet africain sur le climat à 100 jours de la COP28 de Dubaï. C'est un enjeu majeur. Les Africains sont les premiers à subir les conséquences du réchauffement climatique, alors qu'ils sont les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Pour le président kényan, l'Afrique a le potentiel pour être autonome en énergie grâce aux énergies renouvelables. Au Kenya, plus de 90% de l'électricité provient des énergies renouvelables, justement. Mais les négociations continuent autour du projet de déclaration finale. Les pays africains sont en désaccord sur plusieurs points, notamment le rôle des océans, la question de l'adaptation du changement au changement climatique et un éventuel nouveau régime fiscal mondial pour financer l'action climatique. Une annonce, celle des Émirats arabes unis, qui promettent 4,1 milliards d'euros d'investissement dans les énergies propres en Afrique. Alors comment l'Afrique peut-elle être non pas seulement une victime du réchauffement climatique, mais une solution, comme l'affirme le président kényan? Une croissance verte est-elle possible? Avec quel financement? Les chefs d'État africains vont-ils se mettre d'accord sur un texte? L'Afrique peut-elle s'unir pour le climat? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anna Créti. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure d'économie à l'université de Paris-Dauphine, PSL, également directrice scientifique de la chaire économie du gaz naturel et de la chaire économie du climat. Bienvenue à vous. En face de vous, Clémence Dubois, bonsoir. Vous êtes directrice adjointe des campagnes mondiales 350.org, qui est donc une ONG, 350.org. Bienvenue à vous également. Nous avons donc en direct, en duplex de Nairobi, au Kenya, avec nous Seini Nafo, bonsoir, coordinateur technique de l'initiative AAI, Africa Adaptation Initiative. Vous êtes également porte-parole des négociateurs africains à la COP depuis 2011. Bienvenue à vous. Et on rejoint tout de suite par Skype de Nairobi notre correspondant Bastien Renouille, correspondant France 24, qui suit ce sommet depuis le début pour nous. Bastien, on peut dire d'abord que l'enjeu pour l'Afrique, c'est de sortir de cette position de victime du dérèglement climatique. Tout à fait, oui, ne plus être victime du dérèglement climatique et être même une solution globale au changement climatique. Ce sont les mots du président kényan William Ruto. Et l'Afrique a les moyens d'y parvenir en termes de ressources naturelles notamment. Donc l'objectif de ce sommet, c'est de faire en sorte que tous les pays africains parlent d'une seule voix pour pouvoir justement améliorer la résistance du continent au changement climatique et même potentiellement en profiter économiquement. L'objectif, c'est de signer la déclaration de Nairobi, probablement demain matin. Une déclaration dans laquelle il devrait y avoir de très nombreux points différents qui vont détailler le programme du continent pour pouvoir y parvenir. Alors, parmi ces points, il y a notamment le développement des énergies renouvelables. L'objectif, c'est de multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Certains pays sont en avance, vous le disiez, le Kenya notamment, avec plus de 90% d'énergie issue de sources renouvelables, mais d'autres ont un retard à combler. L'objectif, c'est de faire en sorte que les 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité soient raccordés au réseau. Il y a aussi le problème de l'agriculture. Il faut une agriculture qui produise plus, une agriculture qui soit plus respectueuse de l'environnement. Il y a le problème des minerais, comment faire en sorte que la production de minerais soit plus vertueuse. Il y a aussi la question de la protection des forêts, des océans. L'objectif, ça va être qu'à terme, 30% des forêts africaines et des océans qui entourent le continent soient protégés. Et enfin, il y a la question très importante des crédits carbone qui sont extrêmement importants. Tous les chefs d'État en ont parlé aujourd'hui, de très nombreux négociateurs aussi. Ces crédits carbone qui permettent aux pays les plus pollueurs, aux entreprises les plus polluantes, de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et beaucoup de pays africains tablent sur ces crédits carbone pour pouvoir financer la lutte contre le changement climatique. Toutes ces données seront précisées dans la déclaration de Nairobi qui, je vous le disais, devrait être signée demain matin. On va y revenir sur cette déclaration, Bastien Renouille, donc toujours en direct de Nairobi. On va d'abord écouter, pour démarrer ce débat, William Ruto, justement le président kényan. L'Afrique peut répondre à tous ses besoins énergétiques grâce aux ressources renouvelables. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange de vent, de soleil, de géothermie, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro émission d'ici 2050.
Céline Afo, vous qui négociez du côté des Africains à la COP depuis 2011, est-ce que vous êtes d'accord avec ce discours de Ruto? L'Afrique peut-elle effectivement multiplier par 3 ses énergies renouvelables, devenir donc une solution et cesser d'être seulement victime du réchauffement climatique? En fait, c'est un fait que l'Afrique est un continent solution. Et ce n'est pas seulement les gisements d'énergie renouvelable, solaire, éolien, biomasse ou hydro. Les forêts du bassin du Congo, aujourd'hui, on le sait, sont les seules forêts qui séquestrent du carbone. Ce n'est plus le cas avec les forêts avec l'Amazonie. L'appel a coupé, je ne sais pas pourquoi. Si vous pouvez me rappeler. Ah, je crois qu'il y a un petit problème. On a un petit problème de liaison avec vous. Céline Afo, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je vous entends? Oui, bon, très bien, il y a eu une interruption. Allez-y, donc vous parliez des forêts, de la forêt justement en République démocratique du Congo. Justement, quand on parle de solutions, on peut vraiment parler de solutions plurielles. Le bassin du Congo, les terres arables, les gisements Ça, ce sont les richesses de l'Afrique, de ces pays. C'est ça, exactement, enfin, de tout le continent. Donc c'est un continent qui est solution. La grande question qui est posée aujourd'hui par le président Ruto en tant que président du comité des chefs d'État africains sur le climat et de tous les chefs d'État, c'est le financement du climat. Quand vous regardez aujourd'hui comment le climat est financé en Afrique, c'est fondamentalement à travers la dette. Premier point. Deuxième point, quand vous regardez maintenant les conditions de cette dette, c'est une dette qui est à des taux d'intérêt, à des conditions qui sont supérieures à la capacité justement d'endettement des pays africains. Donc on ne peut pas continuer à s'endetter pour faire face à une situation qui n'a pas été créée par les Africains. Et justement, c'est cela le débat. Quel cadre financier mettre en place? Donc pour vous, c'est ça le nerf de la guerre, si je puis dire, c'est vraiment le financement. Exactement. Plus que peut-être l'exécution, parce que quand on dit qu'il y a 600 millions... Et non seulement le financement, mais c'est des conditions... on avait une discussion avec le FMI d'ailleurs, on était très contre. Le FMI participe à ces négociations, et c'était d'ailleurs un économiste en chef du FMI qui disait, mais c'est irresponsable. Je prends un exemple très simple. Taux de croissance des économies africaines cette année, les prochaines années, 3,94%. Les pays africains ont accès à une dette minimum entre 6, 7, 8, 9%. C'est irresponsable. C'est-à-dire que la croissance de la dette est supérieure à la croissance économique. Donc il va falloir réfléchir à de nouveaux mécanismes, réfléchir à une dette qui, par exemple, a 15 à 10 ans de délai de grâce, 25 ans à 2%. Donc on rentre vraiment, pour la première fois, on rentre dans les négociations sur le financement et les négociations au plus haut niveau. Et ça, on avait besoin des chefs d'État pour entrer dans ce niveau de détail. Clémence Dubois, on voit, c'est vrai que Céline Afo parlait de la forêt, l'Afrique a de multiples atouts, sa jeunesse, les puits de carbone donc liés aux forêts, les minerais, mais 600 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Donc on voit déjà cette contradiction, il y a le financement certes, mais est-ce que ce n'est pas aussi un problème de projet ? En fait, on sait aujourd'hui qu'on ne peut pas opposer le manque d'accès à l'énergie, le développement et la crise climatique. Ce sont des défis auxquels on peut répondre de manière simultanée. Et aujourd'hui, en termes de solutions, on sait qu'il faut à la fois démultiplier les énergies renouvelables et à la fois laisser les énergies fossiles dans le sol. Et c'est ce que disent beaucoup de militants de la société civile en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des pays d'Afrique peuvent se passer d'énergie fossile. Alors, c'est dans les trajectoires qui sont dessinées par l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas l'agence qui est considérée comme étant conservatrice. De fait, il y a des trajectoires qui permettent de se passer graduellement des énergies fossiles, tout au moins arrêter de multiplier les nouveaux projets, puisque aujourd'hui, le solaire et l'éolien représentent un potentiel énorme, notamment pour un continent comme l'Afrique, et qui est à la fois plus bénéfique aux communautés et qui peut aussi s'exécuter de manière décentralisée. Donc sortir de projets fossiles qui aujourd'hui sont destinés à l'exportation, et notamment pour les pays en Europe, à des projets qui bénéficieraient d'ores et déjà aux communautés locales. Anna Créti, puisque vous êtes l'économiste de ce plateau, quel est le potentiel pour une croissance verte en Afrique ? Même si évidemment, 54 pays... Bon,
sont très différents. Sûrement. Ces pays. Et déjà, effectivement, quand on parle de l'Afrique, même l'accès à l'énergie, on a une hétérogénéité très forte avec les pays du nord d'Afrique qui ont presque atteint les 100% de raccordement de la population au réseau, de toute façon à l'accès. Aussi, l'Afrique du Sud, mais au milieu, on a quand même des pays où on a de 30% à maximum 50% d'accès à l'énergie. Donc, on a fait un focus jusqu'à présent. Quand même. Il y a des fortes disparités, mais là, on a fait un focus sur, on va dire, tous les systèmes d'infrastructure et de l'offre. Mais il y a aussi des freins très forts sur comment, après, les clients vont pouvoir payer l'électricité. Donc, il faut agir à la fois sur... Parler des consommateurs ou... Les consommateurs, les entreprises, la qualité aussi de l'offre électrique. Donc, c'est vrai, il faut construire les infrastructures, il faut jouer sur les potentiels des énergies renouvelables, mais il faut aussi avoir la capacité à ce qu'on puisse être solvable. Et ça ne va pas seulement dans le sens de dire il y a la dette des gouvernements, mais il y a aussi la possibilité que les consommateurs puissent payer cette électricité. Et donc, ça veut dire que les liens de richesse. Les liens c'est un problème aussi de développement. Puisque vous évoquiez les financements, justement, Séninafo, on va écouter tout de suite Sultan Al-Jaber, donc, qui est le président de la COP28, COP28 qui a lieu donc à Dubaï en décembre. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sommet africain est censé préparer un peu cette COP28 parce que les Émirats arabes unis ont promis aujourd'hui 4,1 milliards d'euros d'investissement dans les énergies propres en Afrique. On l'écoute. En travaillant ensemble, nous déploierons 4,5 milliards de dollars qui généreront au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires provenant de plusieurs sources, publiques et privées. Séninafo, que pensez-vous justement de ce déblocage de 4,1 milliards d'euros des Émirats? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait d'autres pays qui le fassent? Est-ce que finalement c'est une sorte de marque politique de la part du Sultan Al-Jaber avant la COP28? On sait que les Émiratis produisent du gaz, des énergies fossiles, du pétrole, en plus d'avoir développé des énergies durables. Est-ce qu'on est un peu dans le greenwashing? Écoutez, moi, je ne vais pas commenter c'est un investissement des Émirats, un investissement est un investissement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en 2015 déjà, à Paris, l'Afrique avait mis en place l'initiative africaine sur les énergies renouvelables. Et nous avions à l'époque déjà identifié un portefeuille de près de 50 gigawatts pour près de 100 et quelques milliards d'euros de financement. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une question d'adéquation. 4 milliards, 10 milliards, d'accord, c'est un investissement spécifique. Quand vous rentrez dans le détail de l'offre émirati, vous avez les 2-3 grandes majors, Mazda, AEM Power. C'est très bien, mais on reste à l'échelle projet. L'Afrique a, depuis les 7 dernières années, structuré un portefeuille de près de comme je dis, 56 gigawatts. Les 300 gigawatts, je crois que vous en avez parlé. Aujourd'hui, on a 56 gigawatts de capacité installée. On veut arriver à 300 gigawatts en 2030. On sait exactement ce qu'il faut faire pour arriver à ces 300 gigawatts. On sait le cadre financier qu'il faut mettre en place. Mais quel est-il sait le travail qu'il faut faire en termes d'accès. Il y a des partenariats, j'imagine, public-privé. Justement, pour le cadre. Ça demande tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de négocier dans la décision. Et c'est pour ça que ce sommet est un sommet historique. Parce que pour la première fois, avoir les chefs d'État permet de regarder l'ensemble de la problématique climat de manière holistique. Il faut regarder au niveau des finances, on regarde la fiscalité, on regarde au niveau industriel ce qu'il faut faire en termes de système de transport, de système de distribution. Mais encore une fois, fondamentalement, le risque Afrique, malheureusement, le monde price le risque Afrique à un niveau qui est totalement injuste. Ce qui fait que quand les pays africains, que les opérateurs soient publics ou privés, quand vous voulez investir en Afrique, vous avez un risque qui est 2, 3, 4, 5 fois plus élevé qu'ailleurs. Donc c'est sûr, et ça c'est un risque qui est totalement basé sur la perception qu'on a de l'Afrique. Et ça c'est un élément qui est important que les chefs d'État veulent regarder. Et oui. Ça va passer par des mécanismes de garantie, ça va passer par un engagement politique très fort et des discussions avec le FMI, avec
les grandes institutions financières, mais la perception du risque Afrique qui fait que vous avez une prime. Si on peut travailler sur cette prime-là, si par exemple le continent africain peut avoir accès au financement aux mêmes conditions que le reste du monde, on ne serait pas en train de parler. Mais vous pensez que c'est possible, cela, Céline Faux, parce qu'il y a des risques sécuritaires, est-ce que c'est qu'une perception ou est-ce qu'il y a une réalité de ces risques? Mais mais regardez le cas de l'Ukraine. Quand on parle on a une guerre en plein milieu, de l'Europe, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé la notation des agences de risque sur toute l'Union européenne. Personne ne parle de ça. Et pourquoi, à votre avis, l'Afrique est-elle stigmatisée? C'est une stigmatisation que vous dénoncez, en fait. Mais c'est historique. Et ça, c'est un travail à faire. Les chefs d'État en sont conscients. Ils le disent et nous allons voilà. Mais comme je disais, le fait d'avoir cette première édition d'un sommet climat et dans les décisions, ils vont décider, soit on va le tenir à tous les 2 ans, à tous les 5 ans. Nous avons maintenant un forum qui permet, pas aux négociateurs techniques comme moi, pas aux ministres, mais aux chefs d'État de discuter avec leurs homologues de l'autre côté, avec Van der Leyen, avec Macron, avec Kerry qui représente Biden. Je pense que pour une fois, on a élevé le niveau du climat, en tout cas pour l'Afrique, au niveau où il doit être discuté entre chefs d'État pour arriver à des vraies solutions et qu'on parle des vraies questions. Pas de 4 milliards, 5 milliards. On doit parler de 500 milliards, de 1000 milliards. Comment on mobilise 1000 milliards sans faire exploser la dette? Parce qu'on ne peut pas recourir à de la dette pour faire cela. Donc on a besoin de ce type de forum pour avoir ces discussions de très haut niveau. L'équation est complexe, hein, bien sûr. William Ruto, justement, le président kényan, je vais y revenir, s'est exprimé sur la nécessité d'un changement, lui, dit-il, du système financier mondial. On va l'écouter. Nous voulons un système financier équitable qui traite tout le monde de la même manière. Mesdames et messieurs, ce n'est pas trop demandé. Une structure financière internationale équitable n'est ni une proposition juste, ni une proposition injuste. Clémence Dubois, ça revient à ce que vient de dire Céline Faux, en fait, qu'il faut que ça soit plus juste dans cette répartition du risque, dans ce système financier international. Il faut le réformer, c'est ça, en fait, la solution ? Oui, bien sûr, il faut même le révolutionner parce que c'est tout à fait détrimental au développement d'un climat de paix de manière générale. Par exemple, quand on regarde les investissements mondiaux en faveur des énergies renouvelables sur les 20 dernières années, à cause de ces disparités, il y a eu seulement 2% qui ont été investis en Afrique, alors même que c'est dans un continent qui dispose d'un potentiel énorme. Donc en fait, il y a énormément de choses qui sont à notre portée. Le fait que effectivement on puisse, les pays africains puissent emprunter au même taux que les pays européens, ce qui paraît être normal. Mais est-ce que ce n'est pas un vœu pieux? Parce que c'est vrai, et on va en reparler avec vous, hein, Céline Faux, je vais vous faire réagir, mais il y a des problèmes de gouvernance dans un certain nombre de pays africains que vous ne retrouvez pas forcément en Europe, parce qu'en Europe, il y a des normes qu'il faut respecter. Donc c'est un peu facile de faire reposer la responsabilité sur les pays africains quand on connaît la responsabilité des pays dits du Nord, qui structurellement en fait tiraient profit, qui sont responsables historiquement du dérèglement climatique et qui tirent profit encore aujourd'hui du développement des énergies fossiles, qui prêtent leur diplomatie à leurs multinationales fossiles pour qu'ils développent de nouveaux projets, etc. Donc il faut d'ores et déjà que les pays qui se sont enrichis sur la crise climatique prennent leurs responsabilités. Et pour l'instant, ce fameux fonds vert d'ailleurs qui a été créé justement pour qu'il y ait une participation des pays riches pour financer les pays pauvres, 100 milliards par an, on n'y est pas du tout. Non, mais par contre, vous savez, ce qui est en train de s'accroître, c'est les subventions aux énergies fossiles dans les pays du Nord. Ces subventions, si elles étaient allouées effectivement au transfert de technologies, au développement des énergies renouvelables dans les pays les plus vulnérables aux impacts climatiques, eh bien là, on est dans quelque chose qui est tout à fait possible. Et d'un côté, on éviterait d'utiliser l'argent des gens dans les pays du Nord qui aussi subissent la crise climatique de plein fouet et qui vivent dans une société de plus en plus inégalitaire. Et en même temps, ce serait bénéfique pour les pays qui ont besoin d'accès à l'énergie
et qui ont du potentiel. Anna Crétim, c'est vrai que les énergies fossiles restent manifestement un pôle d'attraction pour les investisseurs aujourd'hui. Les investisseurs n'ont jamais quitté en fait l'Afrique et ses richesses. Et ils ont quand même basé aussi leur business, leur exploitation de ces ressources, même si elles sont concentrées dans certains pays. Et cela crée aussi une difficulté justement à atteindre, comme vous l'avez souligné au début, un scénario un peu commun tous les pays. Il y en a qui doivent sortir des énergies fossiles avant même de développer les énergies renouvelables. Il y en a d'autres qui ont un ressort immédiat sur les énergies renouvelables, qui comprend le solaire, l'éolien, mais aussi l'hydroélectrique, qui est une très grande richesse. Justement, si on prend un exemple concret, le Kenya par exemple, oui. 90% de la production d'énergie du Kenya provient des énergies renouvelables, notamment la géothermie, l'éolien et le solaire. Donc ça, c'est par exemple un bon exemple. C'est un bon exemple. Et après, on a quand même besoin, même si on a ces potentiels, des réseaux électriques. Donc, c'est quelque chose qui est encore en train de se développer. Des accords entre pays pour qu'il puisse y avoir aussi des échanges. Et un investissement, comme on le disait tout à l'heure, c'est toute une chaîne. Il y a les besoins financiers. Il y a la mise en œuvre, il y a la distribution du capital et il y a la création, la construction de l'infrastructure, son exploitation dans les temps. Donc c'est vrai que ce n'est pas seulement le dollar pour les dollars, c'est qu'on identifie aussi dans on va dire dans l'aide au développement, c'est la construction de toute la chaîne, de la finance jusqu'au consommateur, qu'il faut sécuriser. Et c'est vrai que derrière, il y a le concept de dire il y a de la dette. Attention, parce que, par exemple, la Russie arrive avec ces conditions en disant moi, je vais effacer la dette des pays dans lesquels j'investis. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Donc, il faut quand même faire attention dans les conditions dans lesquelles l'aide internationale va être aussi contrôlée et que tous les pays puissent avoir un même discours. Céline Afo, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit sur cette nécessité d'avoir un même discours sur le financement? Est-ce que vous comptez, vous, en particulier sur les bailleurs justement du Nord, sur le FMI également, pour justement montrer un peu l'exemple, aider à trouver ces solutions? On a une stratégie de mobilisation qui regarde les ressources domestiques sur le continent, les ressources à l'international, le privé et le public. Je voulais revenir sur 2 points. Et il y a un véritable changement de paradigme dans la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Notre position fondamentalement était basée sur la question de la justice climatique. L'Afrique est un continent victime. L'Afrique est le continent qui est le plus vulnérable. Ça, c'est un fait. Voilà. Le nouveau paradigme, c'est de dire en même temps, l'Afrique peut apporter une contribution significative dans la décarbonation de l'économie globale et dans, si vous voulez, relancer l'économie globale. Et ça, on est maintenant dans une logique d'investissement. Et dans cette logique d'investissement, il faut que, premièrement, l'Afrique soit à la table. Et les 18 derniers mois, on a fait une avancée fondamentale. L'Union africaine va maintenant siéger au G20, ce qui va permettre, sur toutes ces questions, parce qu'elles se discutent également, d'ailleurs, toutes ces questions liées au financement, à la réforme du système international, la réforme des banques de développement, se discutent au G20. L'Afrique va avoir une place au niveau. Donc également pour vous, ça c'est positif, ce ne sont pas des sommets pour rien? Du tout, parce qu'il faut que les sujets qui soient discutés au bon endroit. C'est-à-dire qu'à la COP, nous prenons des décisions à la COP qui regardent, si vous voulez, des règlements et puis des décrets et des lois. Mais quand on parle de finances, quand on parle d'investissement, il faut parler dans les forums, dans les forats où ces éléments sont discutés. C'est au niveau du G20 que cette réforme se discute. Et l'Afrique n'y était pas jusqu'à présent. Et elle va y être. Au niveau du FMI et de la Banque mondiale, comme je le disais, elles sont présentes aujourd'hui. On regarde l'augmentation de capital des banques de développement, donc Banque mondiale. On regarde la redirection des droits de tirage spéciaux, la fameuse monnaie du FMI. On appelle même à de nouvelles émissions de droits de tirage spéciaux. On regarde également comment mettre en place des mécanismes de garantie. Très simplement,
La majorité des pays africains, comme je disais, ont accès à un crédit entre 6 et 9%. Si elles pouvaient avoir une garantie, une assurance de triple A, ben ça descendrait à 2-3%. Oui, mais ça descendrait à 2-3%. Donc on regarde l'ensemble de ces... Les agences de notation, pardonnez-moi, c'est Finafo. Justement, ces instruments, ces agences de notation, elles ont en fait un certain nombre de critères qui... Je vous donne un exemple. Est-ce qu'il faut qu'elles modifient leurs critères? C'est ça que vous demandez? Ça sera fait à long terme. La perception, on va y travailler. La perception, c'est un travail de longue haleine. Mais dans l'immédiat, je vous donne un exemple tout de suite. Il vient de se passer il y a 2-3 semaines. Le Gabon a été le premier pays africain à émettre une obligation bleue. Comment est-ce que cette obligation bleue a pu se vendre? La Banque américaine de développement, DFC, lui a donné une garantie triple A. Et ça a permis tout de suite de faire baisser drastiquement les coûts d'accès au financement. Donc, il y a une discussion à avoir avec les agences de notation sur le moyen long terme. Et avec les institutions régionales et internationales, hein, c'est ce que vous dites. Bien sûr, exactement. Mais dans le très court terme, on peut mettre en place ce type de mécanisme justement pour pouvoir faire face à l'urgence. On va écouter justement, puisque vous parliez d'Europe, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, qui défend des partenariats avec l'Afrique. Elle s'est exprimée justement à Nairobi. Nous ne sommes pas seulement intéressés par l'extraction des ressources. Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locales, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. C'est essentiel pour les jeunes, car plus vous serez fort en tant que fournisseur, plus l'Europe diversifiera ses chaînes d'approvisionnement vers l'Afrique et plus nous réduirons les risques pour nos économies respectives. C'est du gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Clémence Dubois, c'est pas très nouveau tout de même, hein, ce que dit Ursula von der Leyen. Non, et en effet, ce qu'on remarque depuis quelques mois, c'est que pour essayer de s'émanciper de la dépendance au gaz russe, au contraire, les pays européens sont en train de pousser leur industrie à exploiter davantage de gaz en Afrique. En fait, ce qui est clair, en tout cas, c'est que les institutions financières doivent s'engager. En effet, tous les projets sont... En effet, c'est une chaîne à développer, mais ce qui manque, avant toute chose, c'est la volonté politique. Même l'argent existe, parce que si vous regardez les super profits qui ont été faits par les multinationales ces dernières années, eh bien, une taxe même modeste pourrait servir à électrifier avec des panneaux solaires plus de 150... Une taxe sur l'ensemble des multinationales, donc une sorte de taxe mondiale. Et particulièrement celle énergétique. Et mais ce qui manque avant toute chose, c'est déjà la volonté de rompre les liens que nos dirigeants, particulièrement européens, entretiennent avec l'industrie fossile. Donc une taxe sur les super-profits, par exemple, ça ne reposerait pas sur les citoyens, sur les consommateurs, mais ça permettrait justement de faire une win-win solution. Win-win solution, une taxe sur les super-profits, Anna Kreti? Il y a certains pays africains qui ont même envisagé une taxe carbone. Donc pour dire à quel point on a aussi... ça reste un débat aujourd'hui d'ailleurs. Des solutions qui concernent aussi bien les pays développés et les pays en développement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que ça éviterait justement les problèmes un peu de lock-in, donc le fait d'être lié au développement des ressources fossiles pour prolonger une sorte d'économie qui en dépend. Mais ça peut marcher, la taxe carbone en Afrique, finalement le prix. Les niveaux de prix est effectivement très bas. Il est beaucoup plus bas que celui que nous avons en Europe, par exemple. Mais ça a quand même une valeur exemplaire. Parce que c'est un signal qui est donné et qui, par exemple, pourrait être très intéressant pour la crédibilité aussi des politiques et donc la perception du risque et donc les questions financières qu'on disait tout à l'heure. Donc on a aussi ces défis de croissance verte, comme on le disait tout à l'heure, et tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour crédibiliser ces efforts de croissance verte va avoir une retombée aussi positive sur l'attraction des capitaux. Mais les deux ne sont pas... On ne peut pas complètement les distinguer. Et la taxe carbone serait payée par qui? La taxe carbone serait payée par ceux qui polluent. Donc c'est une alternative probablement plus à long terme qu'une taxe sur les profits qui pourrait disparaître selon un peu
les aléas aussi de la production et qu'on espère un jour s'arrêter des fossiles. Céline Afo, ça fait partie justement un peu de ce dont on débat aujourd'hui, une possibilité soit d'une taxe sur les profits, soit d'une taxe carbone pour financer justement cette transition verte. Toutes les solutions sur la table sont sur la table et d'ailleurs le président Ruto disait que pour cette fois-ci, il était prêt à ce que les pays africains contribuent même, qu'on se mette d'accord sur les principes d'une taxe à l'international, que chacun contribue bien sûr selon la taille de son économie, mais que cette fois-ci, les Africains voulaient une place à la table. Premier point. Le deuxième point, je crois qu'il avait été rappelé, cette question de volonté politique, qui est extrêmement importante. Nous n'avons pas un manque de ressources financières sur la planète, ni un manque de capacités technologiques. Cette volonté politique-là, et je crois que ce premier sommet, et le président Ruto, en tant que coordinateur des chefs d'État africains sur le climat, justement, pose le doigt sur cette question. C'est-à-dire, il nous faut la volonté de faire ce qu'il y a à faire. Nous sommes dans une urgence climatique. Les investissements ont été identifiés. Les techniciens ont fait ce qu'ils devaient faire pour identifier les portefeuilles. Mais il faut aller maintenant à la mobilisation des ressources. Et on l'a vu dans d'autres cas. On l'a vu pour la Covid, on l'a vu pour l'Ukraine. Et je pense que le fait qu'il y a eu un premier pas, ça a commencé à Paris, ça continue à Nairobi. On arrive bientôt, le mois prochain, au sommet du secrétaire général Guterres à New York. Il va y avoir une montée en puissance de la prise en charge de cette question par les chefs d'État africains. Et c'est ce que nous demandions en tant que négociateurs depuis presque 10 ans. Voilà, qu'ils soient acteurs, en fait, ces chefs d'État africains, et on y arrive. Exactement, parce que c'est eux, parce que c'est le président Ruto qui discute avec Mme van der Leyen, et quand elle dit win-win, effectivement, les investissements ont été identifiés, on est prêt à y aller, mais ça se discute à ce niveau-là. Et jusqu'à présent, le comité des chefs d'État africains avait des réunions à l'interne, mais il n'y avait pas de forum qui permettait à l'ensemble des partenaires de l'Afrique. Et là, on a eu non seulement les pays développés, mais vous avez eu les Émirats qui étaient là, la Chine était représentée, tous les partenaires stratégiques de l'Afrique sont présents. Et je pense qu'à ce rythme-là, on va y arriver. On va y arriver. Juste un mot justement sur William Ruto, le président kényan. 90% de la production d'énergie provient donc des énergies renouvelables, ce qu'on vient de mentionner, Céline Afo. Et en même temps, il a levé ce moratoire qui avait été imposé par le gouvernement précédent sur l'exploitation forestière. William Ruto, il autorise la coupe des arbres aujourd'hui dans les forêts pour créer des emplois, dit-il. Donc là, on se retrouve face à une contradiction. Votre réaction quand vous entendez ça? Je ne pense pas du tout. Il faut qu'il y ait une gestion responsable des ressources forestières. Et je suis certain que le président Ruto en a conscience. Donc ce n'est pas une contradiction. Sur les énergies renouvelables, le Kenya a fixé 100%. Ils vont certainement dépasser les 100% et même exporter de l'énergie en 2030. Mais encore une fois, je pense que sur cette question, j'en ai beaucoup parlé avec des collègues au Kenya, il s'agit tout simplement d'une gestion responsable des ressources forestières. Un mot, allez-y. Oui, justement, sur les ressources forestières, c'est quand même quelque chose de très important parce que les taux de déforestation en Afrique sont quand même très élevés. L'exemple de la Côte d'Ivoire, qui a atteint aussi des niveaux d'électrification importants et en sacrifiant aussi des zones forestières en éteint. Donc, il faut quand même rester sur l'idée qu'il y a un objectif aussi de croissance qui ne soit pas seulement verte, mais aussi durable. Donc, la gestion des forêts, aussi bien qu'on les disait aussi de l'agriculture, et de comment en fait les deux sont aussi liés sur l'adaptation au changement climatique doit absolument être préservé. Donc il ne faut pas non plus trop s'emballer sur les questions énergétiques. Oui, allez-y, rapidement, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir pour dire, mais vous savez, c'est encore une fois l'Afrique
c'est l'Union africaine, pour ne pas dire le président du Congo en tant que président de la commission climat du bassin du Congo, qui organise au mois d'octobre, un sommet des 3 bassins forestiers du monde pour qu'on puisse justement discuter de toutes ces questions-là de manière responsable et qu'on puisse encore une fois mettre un cadre pour le financement et la protection de ces forêts. Quel est le problème qu'on a? Parce qu'on a aujourd'hui, également pour la grande majorité de ces pays, ces richesses et ces actifs ne sont pas comptés dans leur PIB. Quand ils veulent également renforcer la préservation des forêts, quelles ressources existent à l'international pour faire cela face à des pays qui ont des choix de développement qu'on connaît, accès à l'énergie, accès aux ressources? Quel dispositif on met en place? Un mot encore une fois, comme je dis, c'est l'Afrique qui prend le leadership. Au mois d'octobre, un sommet, donc pour dire que ce n'est pas énergie renouvelable et on ne pense pas, je vous invite tous, mois d'octobre, Brazzaville, sommet des 3 bassins, donc pas seulement le bassin du Congo, mais tous les 3 bassins, donc Indonésie et Amazonie, pour qu'on puisse traiter ces questions. Encore une fois, justement, au niveau sur la des chefs d'État. Un mot justement sur ce qui se passe en ce moment sur le plan politique à Nairobi, avec ces négociations autour de ce texte qui se poursuivent. Les ministres de l'Environnement donc se sont vus hier soir. Manifestement, les désaccords sont nombreux. Bastien, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Bastien Renouille? Absolument, quels oui, sont je les suis grands toujours points, là. Et en oui, c'est le résumé, cas, les grands selon points, les justement, de échos qu'on a divergence pu en avoir. Eh bien, justement, des échos que j'ai pu avoir, des discussions qui ont eu lieu hier soir entre les différents ministres de l'Environnement, eh bien, certains ne sont pas contents vis-à-vis du fait qu'il n'y ait seulement des grandes lignes qui sont énoncées dans le texte qui a été proposé, qui aurait dû être publié demain et signé par les chefs d'État. Bien évidemment, tout le monde est d'accord, il faut protéger l'environnement, il faut développer les énergies vertes, il faut que cela rapporte de l'argent. Personne ne va dire le contraire. En revanche, il n'y avait pas les petites lignes. Comment est-ce qu'on parvient à cela? Et certains ministres sont offusqués que le texte ne soit pas plus précis. Il y avait aussi une autre ministre qui a bien critiqué le pacte financier de William Ruto, qui disait qu'il n'était pas possible de mettre en place de nouvelles taxes, que ce n'était pas possible, que ce ne serait pas acceptable. Donc vous voyez, comme dans tout sommet, eh bien, les négociations continuent jusqu'au bout pour essayer de parvenir à la signature d'un texte. Des négociations. Il y a aussi des points d'achoppement avec la société civile cette fois-ci, notamment vis-à-vis des crédits carbone, à propos desquels on parlait précédemment dans cette émission, des crédits carbone qui sont extrêmement critiqués par les sociétés civiles, par les ONG de défense de l'environnement. Ils critiquent un greenwashing, ils critiquent le fait que les entreprises qui polluent énormément, que les pays qui polluent énormément s'achètent une bonne morale ou alors font de la communication et prétendent être vertueux, alors que selon eux, ça ne fonctionne pas. Il y avait d'ailleurs un sommet alternatif organisé ici à Nairobi pour que la société civile se fasse entendre. Elle maintient que toutes les décisions qui seront prises par les chefs d'État, si la société civile n'est pas impliquée, ce ne sera pas suffisant. Or, dans de très nombreux pays, notamment dans la région, en Ouganda, il y a des projets, notamment pétroliers, qui vont énormément polluer. Les membres de la société civile disent: comment peut-on faire confiance à des dirigeants qui vont prendre des grandes décisions mais qui n'écoutent pas le peuple et qui n'écoutent pas les ONG qui, elles, connaissent le terrain et qui savent que ces projets vont faire des dégâts? Clémence Dubois, pour rebondir justement, vous qui être une ONG en fait de ce plateau. Oui, surtout un réseau de citoyens qui s'organisent pour pousser les dirigeants politiques à être véritablement des leaders. Et donc je suis heureuse qu'on finisse là-dessus, parce qu'effectivement il y a une grande mobilisation lors de ce sommet, on l'a vu, de la société civile africaine. Et en réalité jusqu'à la COP28 et au-delà, ce qui pousse toutes ces avancées, et y compris considérer le fait que l'infrastructure financière est en réalité la clé pour enrayer la crise climatique, c'est la société civile internationale qui a poussé ça sur le tapis et qui continuera à s'organiser pour dire qu'en fait l'argent des solutions existe, il suffit d'arrêter de financer le problème. Et donc j'invite tout le monde évidemment à nous rejoindre, et notamment à travers une mobilisation internationale qui s'appelle Global Power Up en novembre. Tout le monde peut s'organiser pour demander le déploiement des énergies renouvelables financées via les profits de l'industrie fossile. Céline Afo, vous voulez réagir justement face à ce que demande Clémence Dubois? Non, je voulais réagir sur la déclaration, parce que ça nous a occupés jusqu'à 5h du matin. Donc pour vous rassurer, il va y avoir une déclaration, elle va être adoptée. Ça sera quoi, une déclaration à minima?
Pour mettre tout le monde d'accord? Pas du tout. Non, en fait, on n'est pas à la COP ici. On n'est pas à la COP, donc ce n'est pas du tout le même type de négociation. En fait, la présidence kenyane avait jusqu'à présent un texte qui était très détaillé et ils ont fait une synthèse. Donc, on a perdu beaucoup d'éléments. On revient à un texte qui a beaucoup de détails. Et donc, ça a permis à toutes les sensibilités de se retrouver dans le texte. Comme je dis, si vous regardez les solutions, vous avez plusieurs types de solutions. Le bassin du Congo, vous avez les terres arabes, vous avez bien sûr les énergies renouvelables. Donc, on a un texte maintenant qui est beaucoup plus compréhensif. Donc, ça, c'est réglé. Sur la question des ONG, ça, c'est important. Nous avons un sommet de chefs d'État. Et dans ce sommet de chefs d'État, les ONG sont des participants et des acteurs à part entière. Je pense qu'il faut féliciter les chefs d'État pour ça, parce qu'ils sont assis et ils négocient. Ils sont avec nous et ils négocient avec nous. Donc en termes de gouvernance, en termes de transparence, d'implication de la société civile, pour moi, c'est également historique. Un mot justement sur le texte. L'Égypte, par exemple, demande un objectif de doublement des financements internationaux dédiés justement à l'adaptation. Ça pourrait figurer dans le texte. Enfin, ça va être dans le texte normalement, parce que c'était déjà à la COP à Glasgow, vous vous rappelez? C'était à la COP à Glasgow que les pays développés se sont engagés à doubler les financements pour l'adaptation en passant de 20 milliards à 40 milliards de 2020 pour 2025. Donc ce texte va être pris en compte. Peut-être même qu'on va demander qu'on triple, parce que doubler, c'est encore très limite. On passe de 20 milliards à 40 milliards. Autre question qui fâche. On va peut-être avoir un autre multiplicateur. Peut-être. L'Afrique du Sud qui affirme qu'elle ne veut pas soutenir justement l'appel en faveur d'un nouveau régime fiscal mondial pour financer l'action climatique. Et manifestement, le Nigeria émet aussi des réserves. Est-ce qu'il va y avoir dans ce texte le principe d'un régime fiscal mondial ? Peut-être pas, ça se négocie. On a une multitude, justement. On a une multitude de propositions. Sur cette proposition, certainement qu'on va trouver un langage qui mette bien sûr tout le monde à l'aise. Donc on va travailler sur une formulation qui mette bien sûr tout le monde à l'aise. Pour l'Afrique du Sud et le Nigeria, il se fait que dans ces pays, c'est une question qui est extrêmement importante pour eux, pour le Parlement. C'est même pas du domaine de l'exécutif, c'est du domaine du législatif. Donc on va trouver une formulation qui mette à l'aise, évidemment, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Est-ce que ce sera le mot adaptation qui sera le plus important dans ce texte ? Non, le mot adaptation est important, mais beaucoup plus que le mot adaptation. Pour moi, véritablement, la satisfaction, c'est de voir nos chefs d'État être justement dans des niveaux de détail qui sont extrêmement importants pour gérer une question aussi complexe. Et ça, c'est une première. Et je crois que ça va avoir beaucoup de résultats au-delà de ce sommet dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Anna Kriti. Non, c'est vrai que pour finir justement sur une note plus positive, cette coalition des pays africains est très importante. N'oublions pas que par exemple l'année dernière, le même type de coalition des pays insulaires avait aussi poussé beaucoup les négociations à la COP. Donc on a les bons timings. On a aussi cette idée de ne pas opposer la société civile au milieu politique, donc d'avoir une impulsion inclusive, c'est qui est vraiment un enjeu très important pour un pays, pour des pays et des nations qui ont une perspective de croissance très importante, et aussi cette idée de vouloir en fait traiter les problèmes qui soient sur, comme on l'a rappelé, des solutions, des types d'investissements et aussi l'implication de la finance globale. Merci beaucoup Anna Kriti, merci Clémence Dubois, merci à vous Céline Afo d'avoir été avec nous en direct de Nairobi, merci à Bastien Renouille, notre correspondant à Nairobi, et merci à vous tous de nous avoir suivis, restez avec nous. Merci.